Notre société est en train de se transformer. Allez faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes, il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corsiser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire sont des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichtien, on trahit le peuple, point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est l'heure du sonneur. Alors les manifestations se suivent mais ne se ressemblent pas. Samedi dernier, samedi 23 septembre, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans environ 120 rassemblements dans toute la France pour manifester contre le racisme systémique, je reprends leurs mots, et les violences policières. Une mobilisation qui a été portée depuis plus d'un mois par la gauche radicale et d'autres organisations syndicales dont, et il faut le noter puisqu'on va en parler, le syndicat de la magistrature. Manifestation pendant laquelle il y a eu des heurts contre la police, une voiture de police quand même caillassée, frappée à coups de barre de fer, et des slogans tels que « un flic, une balle ». Après cette manifestation, Jean Messia a appelé, lui, à une autre manifestation, une manifestation en soutien à la police, samedi prochain, le 30 septembre. Écoutez un extrait de cet appel de Jean Messia. Pour gendarmerie et plus globalement pour que vive la France. Je tiens absolument à ce que cette France silencieuse, cette France majoritaire, vous êtes 75% à être derrière les forces de l'ordre, à aimer vos forces de l'ordre. L'occasion unique vous est donnée de descendre dans la rue massivement et de manifester votre amour, de donner corps, de donner une voix, de donner des visages à tous ces Français qui sont invisibilisés par les médias et qui sont derrière leur police et leur gendarmerie. C'est pas le bon. Voilà. Vous savez, la police et la gendarmerie... Vous avez entendu un extrait donc de Jean Messia qui appelle à cette manifestation le 30 septembre. Donc 2 manifestations et certainement 2 ambiances. Et c'est Alexandre Langlois qui souhaitait réagir à ces 2 manifestations. L'une, on va dire, plutôt anti-police, l'autre plutôt pro-police. Alexandre Langlois, mais nous sommes également avec Régis de Castelnau. Bonjour à vous deux. Bonjour bonjour Régis. Alors, Alexandre Langlois, je rappelle, ancien policier, auteur de L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale aux éditions Talma et de Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie éditions Talma. Régis de Castelnau, avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit et de ce livre toujours très important et toujours d'actualité encore pour notre sujet du jour, comme quoi, une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alexandre Langlois, je vous donne la parole puisque c'est vous qui avez eu l'initiative de ce sujet. Merci. Donc, effectivement, ce sujet me touchait parce qu'une fois de plus, j'ai l'impression que la question n'est pas bien posée. C'est qu'on on va avoir 2 manifestations avec effectivement 2 ambiances, avec des gens qui vont dire, voilà, la police, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, mais un slogan qui n'est pas audible parce qu'avec des gens qui n'aiment pas la police pour certains, et en fait, c'est eux qui vont prendre la tête de la manifestation et que c'est eux qu'on va entendre le plus. Jean Messia qui lance une nouvelle manifestation, et ce qui est intéressant dans son discours, c'est que ce ne parle pas de soutien des policiers, mais de la police et de la gendarmerie, des institutions, et c'est les institutions qui posent problème plus que les personnes qui composent cette institution. Donc aussi la même chose en disant voilà, on va tout accepter parce que c'est des policiers. Et en fait, on a l'impression que le débat est en train de se cliver sur pour ou contre la police, et on oublie la question essentielle. Quelle police voulons-nous? Comment elle doit fonctionner? Comment elle doit travailler? Parce qu'effectivement, quand on pose la question à des personnes, par exemple sur les violences policières, si on dit est-ce que c'est normal que les policiers, c'est normal, est-ce que c'est cohérent et légal et normal que les policiers soient intervenus au Bataclan et tiré sur les terroristes? La réponse est oui. Là, par contre, quand on pose la question à des personnes, est-ce que c'est normal que Cédric Chouviat soit mort, donc cet automobiliste en scooter qui est mort à cause d'une plaque d'immatriculation sale, c'est normal qu'il soit mort? La réponse est non. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend quelle vision on a de la police. Et en fait, c'est là où quand on joue sur les institutions, parce qu'en fait, la plupart des policiers et des gendarmes rentrent par vocation et essayent de faire un travail en conscience et pour caricaturer à outrance des vents de la veuve et l'orphelin. Mais à côté de ça, on a un Emmanuel Macron qui, depuis qu'il est au gouvernement, lui, a mis par exemple les statistiques des violences policières
policières, enfin pas des violences policières, des gens tués par la police, pardon, il les a rendus publics par un rapport de l'IGPN tous les ans. Mais dans ces statistiques, il met exactement les mêmes personnes, ce que je viens de citer, Cédric Chouviat, c'était très le même type qu'un terroriste, comme par exemple celui qui a tué Samuel Paty. Donc il n'y a pas de rôle pédagogique sur le sujet, et ce qui veut dire qu'il y a cet amalgame, ce qui veut dire que Monsieur Poutou va pouvoir déclarer la police tue. Oui, effectivement, elle tue, et des fois c'est nécessaire. Il y a des moments où il y a des erreurs et des fautes personnelles. Et la deuxième chose, il y a des fois, effectivement, il y a des gens comme Jean Messia qui vont dire faut défendre nos policiers, faut défendre l'ordre, etc. Oui, il faut défendre en général. Mais il y a un chiffre qu'il donne qui est intéressant et je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de ça quand on aime un service public. Il a dit 75%. Ça dépend des moments selon les sondages, c'est entre 66 et 80%. Mais si jamais la police était vue dans son métier pour défendre la population, on devrait être à 95%, 99%. Et je vais raconter une anecdote qui était au moment de Jean-Pierre Chevènement, qui était Premier ministre, enfin pas Premier ministre, ministre de l'Intérieur, excusez-moi, à l'époque. Et il avait rassemblé des associations dites de gauche, progressistes, etc., Ligue des droits de l'homme et différentes attaques et différentes choses. Et il leur a posé la question, c'est une réunion donc sur la police. Il a dit, donc, vous discutez beaucoup de la police, mais si demain, de par hasard, des lois que vous faites étaient votées, qui serait chargé de les appliquer? Et là, il y a eu un grand silence dans la salle. Ils se sont rendus compte que ils auraient besoin de la police pour faire appliquer les lois, que les policiers sont là pour faire appliquer les lois et pas une idéologie. Et en fait, donc c'est Emmanuel Macron, je pense que depuis qu'il est au pouvoir, a dénaturé encore plus. Ça a commencé avec Manuel Valls, mais Emmanuel Macron a continué de dénaturer et la police en disant voilà, vous allez faire des choses qui sont pas forcément ce qu'on a pu voir pendant le mouvement des Gilets jaunes. Il y a d'autres moments où la police n'a pas été utilisée à bon escient, c'est-à-dire qu'en plus il a réussi à mettre une partie de la population qui aimait bien sa police contre la police. Et en fait, les gens passent leur colère sur la police plutôt que sur les bons responsables qui sont derrière, qui sont les politiques, qui mettent en place des choses qui ne sont pas forcément acceptables par tout le monde, qui ne sont pas forcément comprises par tout le monde, ou que les gens ne veulent pas. Mais je rappelle qu'Emmanuel Macron n'a pas, si on fait le calcul de toutes ses voix, il n'a pas été élu avec plus de 50% de la population, donc c'est compliqué pour lui, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ce qui montre qu'il n'y a quand même pas une adhésion nationale à son projet, et que la plupart du temps, la réponse, c'est on envoie la police. Et en fait, les gens se focalisent sur la police, on arrive à des débats pour ou contre la police, alors que derrière, c'est quelle police on a, comment on veut qu'elle fonctionne, est-ce qu'on doit recruter à 5 de moyenne ou pas, est-ce que les lois doivent être respectées, est-ce qu'on doit faire des codes de déontologie qui soumettent la police au pouvoir politique plutôt qu'au peuple, est-ce que, par exemple, on parle souvent du racisme systémique dans la police, oui. Il y a quelque chose qui n'a jamais été soulevé par personne, c'est déjà le racisme tue dans la police, c'est arrivé, je raconte toujours cette anecdote avec tristesse, c'était un collègue de Guadeloupéen qui se faisait traiter de banania, et c'était dans les années 2010, et il s'est suicidé à la fin, tellement il n'en pouvait plus, mais la réaction de l'administration contre les personnes qui l'avaient harcelé à cause de sa couleur de peau a été un rappel à l'ordre, c'est-à-dire ce que vous avez fait, c'est pas bien. Donc en fait, le problème, c'est que derrière, l'institution policière ne sanctionne pas les personnes qui peuvent commettre des actes racistes. Et la deuxième chose et dernière chose sur ce sujet, c'est qu'Emmanuel Macron a passé une loi en 2017 quand il a été élu la première fois sur le contrôle des étrangers. Et dedans, il y a marqué vous contrôlerez les gens sur leurs apparences étrangères pour qu'ils sont dans les zones frontières. Mais donc, se dire qu'est-ce que c'est qu'une apparence étrangère? Et personne ne soulève le problème que c'est le politique qui met des choses qui sont qui sont complètement inaptes. Et là, je pense que Régis Castelot pourra amplifier. Oui, on va se tourner vers Régis. Pas sur ce sujet, je lui laisserai plus la parole, mais c'est que la loi doit être claire et carrée. Et je ne pense pas que juridiquement, contrôler les gens sur leur type étranger soit quelque chose de juridiquement très carré et très propre. Voilà. Donc, en fait, c'est qu'on est en train de déplacer le curseur sur pour ou contre sa police plutôt que sur quelle police. Et derrière, qui c'est qui fait les lois et qui c'est qui oriente l'utilisation de la police. Et donc, c'est pour ça que ces deux manifestations, en fait, ne posent pas les bonnes questions. Et je pense que les seuls qui sont contents de ces manifestations, c'est les gens qui sont au pouvoir parce que justement, on ne se pose pas leurs questions sur leur responsabilité sur la situation et sur en fait le fait que les gens sont en train de s'étriper plutôt que de se poser les bonnes questions. Bon alors Régis, il y a énormément de sujets qui ont été abordés par Alexandre Langlois. J'avais dit que ce serait copieux. Tout à fait. Alors on peut peut-être commencer. Allez-y, mais je sais que déjà que vous allez réagir, Régis, également à ceux qui ont participé, comme on l'a dit, à cette manifestation contre les violences policières, qu'on peut qualifier de anti-police, avec ce fameux syndicat de la magistrature aussi. Alors, je pense que les deux manifestations ne sont que l'expression d'une manœuvre politicienne. Je vais commencer par Jean Messia, c'est facile. Il lance des cagnottes, il passe son temps à occuper les plateaux, il ne représente que lui-même et il passe son temps à lancer des provocations. Je pense que c'est quelque chose de très négatif.
C'est quelque chose de très négatif et Alexandre a raison. Le débat, c'est quelle police voulons-nous? C'est ça la bonne question. En ce qui concerne la manifestation de la semaine dernière, je rappelle qu'il y avait d'autres thèmes autour. On a fait une espèce de sac dans lequel on a plongé certaines choses. Et on a mis les violences policières. Et pourquoi est-ce qu'on a mis les violences policières? Pour une simple raison, c'est par électoralisme en direction des quartiers. Parce que cette tendance politique, le syndicat de la magistrature en fait partie, LFI, etc., souhaite envoyer un message fort en disant « les quartiers sont à vous, les quartiers sont à vous, l'intervention de la police pour y faire régner l'ordre républicain est illégitime ». C'est ça le discours qu'on entend, et lorsque on entend les députés de LFI dire il faudrait réformer la police, faire ceci, faire cela, en général ce sont des vœux pieux et sans rapport avec la réalité. Surtout que, si vous voulez, on a eu l'affaire Traoré où les choses étaient claires. Dès le début, au plan judiciaire, il y a eu je ne sais combien d'expertises, etc. Et on a continué en nous inventant une histoire, en nous vendant une histoire, parce que la famille Traoré, c'est le lumpen prolétariat mafieux des quartiers. C'était ça. Donc, c'était une façon de valider ce mode de fonctionnement. En ce qui concerne la police, là on parle effectivement, on parle des violences policières. Je rappelle que effectivement la police elle dispose de la violence légitime, donc c'est une prérogative qui est importante, mais qui contrôle l'usage de cette prérogative? Parce que la loi l'encadre. Lorsque vous commettez une infraction dans le cadre de votre responsabilité de policier, vous êtes un citoyen pas comme les autres. C'est-à-dire que les sanctions sont plus graves pour le policier qui a transgressé la loi commune et mal utilisé la violence légitime. Et je crois que c'est une des grandes questions. Et quand Clémence, vous dites que il y avait le syndicat de la magistrature qui était présent à cette manifestation, ce qui est tout à fait scandaleux par rapport au statut du magistrat dont on ne doit pas pouvoir soupçonner la partialité, je rappelle quand même, et c'est pas Alexandre, je pense, qui va me contredire, que la police s'est retrouvée coincée dans sa double fonction. Elle est là pour faire régner l'ordre, mais elle est là aussi pour protéger le pouvoir et les institutions. Or, au moment des Gilets jaunes, la violence policière a été extrêmement importante. Je vais prendre deux exemples. Les Gilets jaunes, le Covid. Et à ce moment-là, la police a perdu une part de sa légitimité. Rappelez-vous, les gars de la BAC qu'on envoyait, toutes les violences, les éborgnages, les amputations, ce sont des violences policières. Et là-dessus, la police a été protégée par la magistrature qui a réprimé brutalement les Gilets jaunes et a refusé, moi je l'ai pointé dans mon bouquin, a refusé de contrôler cette violence policière. Et les policiers, effectivement, lorsque ils ont eu à intervenir sur les manifestations Alexandre en parlait, sur les manifestations concernant d'autres problèmes, alors les problèmes sociaux, lutte contre la réforme des retraites. Là, ils y ont été gaiement et ils ont été protégés. Lorsqu'il y a eu le Covid, enfin, la France est quand même le pays où il y a eu, en proportion, le plus d'amendes pour les sorties sans la bonne attestation, etc. La gendarmerie a acheté des drones pour surveiller les chemins de montagne, pour voir si les gens avaient bien leur masque ou étaient sortis. Mais il y avait même des hélicoptères qui volaient au-dessus des montagnes pour vérifier s'il n'y avait pas des marcheurs. Et on a dépassé le 1,5 million d'amendes. Enfin, écoutez, c'était incroyable. Donc, et moi, j'ai été poursuivie en pleine montagne, parce que je n'avais pas le droit, mais j'étais en pleine montagne toute seule. Et j'ai été poursuivie en pleine montagne par une voiture 4x4 de la gendarmerie locale, oui. Et alors, je vais terminer cette intervention-là. La police, lorsque il y a eu les émeutes, là, tout d'un coup, certains des membres ont pensé que c'était open bar. Il y avait l'expérience précédente, il y avait l'expérience du Covid, il y avait l'expérience des Gilets jaunes, et là, on leur a dit non,
Hein. Là, les magistrats étaient fâchés parce qu'on ne touche pas au lumpenprolétariat. Parce que d'ailleurs, je considère que le pouvoir en a besoin de ce lumpenprolétariat. Hein. Et Jean-Luc Mélenchon aussi. Donc, je pense que on a une vraie difficulté. Et Alexandre a entièrement raison. Quelle police voulons-nous? Mais ça, c'est une question qui est posée aux Français. Hein. Mais on peut demander aux policiers, quelle police voulez-vous être? Hein, ça alors je connais mal les institutions, le fonctionnement des syndicats, de la hiérarchie. Alexandre on pourra faire une émission complète dessus. Non, j'imagine. Et donc voilà, quelle police voulez-vous être, les policiers? Et je pense que ce qui s'est passé avec les émeutes a été une très mauvaise surprise. Hein, et ce qui s'est passé à la manifestation, c'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai vu la séquence. Hein, j'ai vu le policier que j'ai trouvé très professionnel. Hein. Son arme, elle était bien évidemment pas engagée. Hein. Il a voulu faire tomber une forme de tension. Les agresseurs c'était impressionnant. Hein. Bon, on a retrouvé les agresseurs, certains d'entre eux, et ils ont été immédiatement libérés. Hein. Je pense que s'ils avaient été gilets jaunes, ils seraient incarcérés. Si ça avait été une réaction de gilets jaunes. Voilà, ça aussi, c'est un problème. On a un gros problème. Ça vous surprendra pas que je dise ça, Clémence. Hein. On a un gros problème avec notre magistrature. La conclusion, je la connaissais. Je me tourne vers vous, Alexandre Langlois, sur cette question que pose Régis de Castelnau, qui est absolument fondamentale, finalement, donc, que vous posiez aussi. Quelle police voulons-nous et quelle police veut être la police? Et ça, c'est une question qui doit vous toucher particulièrement, parce que la police est tenue d'exécuter les ordres. Donc, justement, c'est la grande difficulté, c'est que la police est tenue d'exécuter les ordres, sauf s'ils sont illégaux et peuvent remettre en cause gravement l'ordre public. Et en fait, ça, c'est dans le code de déontologie de la police nationale. Et le petit « et » est très important. C'est-à-dire qu'en fait, on lui dit, si l'ordre est pas trop illégal, c'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause gravement l'ordre public, exécutez-les quand même. Et on pourra vous sanctionner administrativement parce que vous n'avez pas respecté votre hiérarchie. Donc ça pose la difficulté. Et après, derrière, c'est le soutien qu'il y a derrière, comme expliquait Régis, comment la police est soutenue ou pas. Oui. Et là, je vais revenir sur des faits d'actualité de cet été. À la fois, les deux affaires pour moi qui sont liées de toute façon par l'actualité, c'était l'affaire de Nanterre avec Naël et l'affaire Eddy. Et la réaction de nos politiques. Tout le monde s'est empressé sur l'affaire Eddy. Je vais parler de politique au pouvoir, parce que les autres ont tous crié dans tous les sens selon leur paroisse. Mais donc, ceux qui sont au pouvoir, qui sont normalement censés représenter tous les Français, et avoir un peu de modération et de neutralité. Donc, dès qu'il y a eu l'affaire de Naël à Nanterre, tous les gens du gouvernement ont commencé à dire que le policier avait une faute, c'est inadmissible, Macron ne comprenait pas comment on en arrive à telle situation, peut-être qu'au niveau de la formation, il sait pourquoi on en est là, mais voilà, donc beaucoup d'hypocrisie et condamnation du policier. Alors, dans la situation de ce qui s'est passé à Nanterre, toutes les versions peuvent se valoir. C'est là où la justice, justement, a besoin de temps pour enquêter, savoir ce qui s'est passé, et que, justement, pour ça, il faudrait respecter la présomption d'innocence et que les juges puissent travailler tranquillement. Et là, donc, c'est qu'on a pu voir, les procureurs sont allés dans le sens, comme l'avait dit Emmanuel Macron, ils sont aux ordres de l'exécutif, dans le sens de la commande politique de l'Élysée. Donc là, il y avait débat, et pourtant, le gouvernement a accusé les policiers sans attendre l'enquête. Ce qui s'est passé à Marseille, dans l'affaire Eddy, où quelqu'un s'est pris une intérêt de LBD dans la tête, on va enlever tout le contexte, il y a forcément une faute de policier, parce que du coup, la personne n'a pas été interpellée derrière et n'a pas été présentée à la justice. La police peut faire usage de ses armes, mais après, elle doit interpeller la personne, parce que normalement, il y a quelque chose de grave qui s'est passé, la soigner, et c'est aux magistrats derrière de faire leur travail pour séparer justement la notion d'interpellation et après de jugement. Ce qui n'a pas été fait, donc il y a forcément une faute. Et là, pour le coup, les gens du gouvernement ont soutenu les policiers, en disant on soutient notre police, etc. Des policiers donc qui ont tiré dans un cadre qui n'est pas légal et pas respectueux de la procédure. Et en fait, ça fait penser à quelle image? Moi, ça m'a fait penser à l'affaire de ce qui s'était passé à Bordeaux avec Olivier Bézias, ce pompier volontaire pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui s'est fait également tirer dessus, qui a été couvert par le préfet de l'époque à Bordeaux, qui était Monsieur Lallemand, qui a une promotion. Voilà. Et à l'époque, donc en fait, lui avait la vidéo. L'enquête policière par l'IGPN a pris beaucoup de temps. C'est Le Monde qui a sorti des vidéos avant et qui a fait l'enquête en disant voilà, le Monsieur Lallemand a dit que c'était le chaos. C'est pour ça qu'ils ont dû faire usage de leurs armes. Ils n'ont pas eu le temps d'intervenir et d'interpeller. Quand on voit les vidéos, ils avaient parfaitement le temps d'interpeller les personnes. Olivier Bézias partait de la zone qui posait problème justement pour pas être dans la zone conflictuelle, il n'y avait pas de pillage et c'était les gens des boutiques qui ont appelé les secours. Donc en fait, il y a une bis et repetita de l'utilisation de la police. C'est-à-dire que quand il y a un cadre où les policiers, on ne sait pas s'ils ont fait leur travail correctement ou pas, c'est là où la justice doit intervenir,
surenchère en disant c'est pas normal, Naël est mort, c'est un scandale, oui c'est un drame, mais est-ce que c'est légal ou pas? Ça c'est la justice qui doit le déterminer. Mais quand on tire sur des gens et qu'on les abandonne alors qu'on ne respecte pas les cas de l'utilisation de la violence, là le gouvernement défend les policiers sans attendre le résultat de l'enquête. Alors justement à ce moment-là, il y a quand même une certaine présomption par rapport au fait qu'il y a une faute, on ne sait pas qui l'a commise et comment. Voilà. Donc en fait, c'est ce côté où le gouvernement, quand les policiers tirent, c'est-à-dire qu'en fait, ils tirent quand même avec une gâchette quand ils appuient sur un flashball sur des gens et qui ne respectent pas le cadre légal, il y a soutien. Et donc cette police-là, en fait, il y a un glissement. C'est ce que j'avais pu expliquer chez vous aussi. C'est que, par exemple, en Angleterre, la police est au service du peuple. En France, elle est au service de l'État. Quand l'État représente le peuple, ça ne pose pas de difficulté. Mais quand l'État ne représente plus le peuple, c'est là où on arrive à ce gouvernement qui soutient les policiers qui tirent sur le peuple. Et donc c'est là où ça devient grave. Et c'est sur là où, en fait, quelle police on veut. Donc les policiers, le signal a été envoyé. L'année dernière, 25 000 policiers et gendarmes qui sont partis. Donc ça veut dire que c'est 10% des effectifs qui ont quitté la police nationale et la gendarmerie. Et alors une précision à ce point-là, Alexandre Langlois, il me semble qu'on avait déjà parlé, vous m'avez expliqué, en plus il y en a plus qui veulent partir, mais pour le moment qui sont bloqués dans leur démission, c'est ça? Il y a une histoire de... Aussi, oui, parce qu'il y a une histoire de statistiques, parce qu'on est géré par des bureaucrates qui aiment bien les tableaux Excel, et ça j'ai une anecdote pour montrer dans quelle mesure on est rendu. Il y a une collègue policière qui voulait partir, qui était en arrêt maladie, parce qu'elle n'est plus bien, et pendant son arrêt maladie, elle a fait une formation en ligne, sans être rémunérée ni quoi que ce soit. Elle a respecté ses horaires de sortie, donc d'un point de vue légal, elle a tout respecté. Un autre policier a vu qu'elle faisait ça, l'a dénoncé à l'IGPN en disant vous avez vu sur son arrêt maladie, voilà. Donc il y a aussi ce petit côté dénonciation qui rappelle pas forcément des bons souvenirs et délation à ce niveau-là. L'enquête a été lancée au niveau de l'IGPN. Elle a dit bon écoutez, moi ma formation m'a bien plu, je veux pas revenir, donc expliquez-moi comment je dois démissionner. Elle a mis 3 mois à savoir quel bureau elle devait envoyer sa démission. Alors que normalement, quand on respecte les textes de la fonction publique, c'est le courrier est envoyé pas au bon service, c'est à l'administration de le renvoyer au bon service pour donner la réponse. Elle a sa réponse qui est négative. Vous n'avez pas le droit de démissionner. Mais c'est dingue. Quand on est fonctionnaire, on présente sa démission et c'est au gouvernement, enfin donc au ministre en l'occurrence, de l'accepter ou pas. Par ses services intermédiaires, bien évidemment, il ne s'occupe pas tout personnellement. Elle passe en conseil de discipline parce que par contre, la discipline, elle a continué. Elle arrive au conseil de discipline et donc son représentant syndical lui dit le président du conseil déjà dit voilà, c'est pas bien, c'est inadmissible, vous étiez en maladie, et le représentant syndical dit écoutez, c'est très simple, elle reconnaît tous ses torts, elle est vraiment outrée de ce qui s'est passé, on propose sa radiation. Et là, il a dit donc les syndicalistes qui siégeaient rigolent, comprenant l'ironie, l'absurde de la situation, surtout l'absurde de la situation. Oui. Et au final, le conseil de discipline par la voix de l'administration, donc c'est l'administration qui a voté, parce que les syndicalistes étaient prêts qu'elle parte pour enfin être libérée de ses obligations, ils ont voté 11 mois de suspension. C'est-à-dire que la personne, dans 11 mois, devra redevenir policière, refaire les démarches pour pouvoir partir. Et au final, si elle veut vraiment partir contre la volonté de l'administration, devra être licenciée pour faute. C'est-à-dire qu'elle devra faire autre chose, pas venir. Enfin voilà. Elle est obligée de commettre une faute pour pouvoir, un abandon de poste pour pouvoir partir. Voilà. Et donc quelqu'un qui veut partir, on lui dit non, on te ramène, on te sanctionne 11 mois de suspension pour te ramener après, pour que dans les statistiques, on dise on a encore autant de policiers disponibles, ce qui n'est pas vrai, parce qu'après il y a tous ceux qui sont en arrêt maladie, tous ceux qui sont plus là, tous ceux aussi parce qu'il y a une gestion catastrophique avant des heures supplémentaires qui sont en retraite entre guillemets, qui ne travaillent pas pendant jusqu'à 6 ans, ça a été le record pour le moment, parce que la fin de leur carrière, ils doivent récupérer les heures qu'ils ont fait. Donc, attendez, en fait, pardon, juste, alors là, ce que vous venez de dire quoi? 6 ans de rattrapage? Il y a eu un policier, 6 ans de rattrapage, oui, c'était d'heures supplémentaires, non, en fait, c'est tout le cumul des heures supplémentaires. Sa carrière, ça lui faisait 6 ans. Et c'était un garde du corps après, il était dans un service particulier, il était au garde du corps de la présidence de la République, mais n'empêche que ça faisait 6 ans, c'est-à-dire qu'il y a quand même un problème de management de fonction publique, c'est-à-dire que la personne, pendant sa carrière, est épuisée, ce qui peut commettre des fautes professionnelles, et derrière, en fait, il compte quand même dans les effectifs, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas remplacés par la suite dans les effectifs, parce qu'on dit, il existe dans les tableaux statistiques. Donc, ce qui veut dire que la situation qu'on a 10% de la gendarmerie de la police nationale qui a démissionné l'année dernière, sur la réalité de terrain, les chiffres officiels sont encore moins, il y a encore moins de policiers et gendarmes disponibles. Et juste une petite aparté, ce qu'a dit Régis tout à l'heure, je voulais juste rebondir sur ça, sur l'affaire Traoré. L'affaire Traoré, c'était des gendarmes, et ça, c'est ce que tout le monde oublie. Et le cadre des gendarmes, eux, ils avaient à l'époque, ils ont c'est de l'armée, donc ils n'ont pas le même cadre d'action sur le territoire. Ils ont un cadre militaire, et ce qui fait que ça leur permet d'avoir plus de choses, d'action, notamment pour maîtriser les individus. Voilà, c'était juste une petite chose, et qu'après on dit la police c'est pareil. Non, la gendarmerie, il y a un cadre encore plus spécifique d'intervention. Régis, mais dépend du ministère de l'Intérieur, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, c'était le ministère de la Défense. On est d'accord.
Alors, quand je parlais des excès de zèle de la police au moment des Gilets jaunes, je pensais en particulier à l'affaire Bézias, hein, c'est clair, qui est très intéressante, parce que alors la vidéo, en plus on entend le chef de corps, enfin je sais pas exactement quelle était l'unité, qui dit mais attention, ramasser les douilles, il faut pas laisser de traces. En fait, c'était épouvantable. Hein. La justice, oulala, elle a pris son temps. C'était horrible cette affaire. Le gars, il partait, il a été touché dans le dos. Faut pas oublier, dans la tête, le dos. Hein, c'était vraiment un carton. Et sur cette histoire d'excès de zèle. Je pense que je suis pas en train de dire il faut que quand c'est Macron qui donne l'ordre, il faut faire crosse en l'air. Mais au bout d'un moment, le devoir d'obéissance, article 25 du statut général de la fonction publique, tous les fonctionnaires y sont astreints, hein, et la contrepartie du devoir d'obéissance, c'est le devoir de désobéissance, hein, donc qui est enserré. Alors c'est pas la même chose au pénal et en administratif. Alexandre a raison. Il faut qu'il y ait, c'est un vieil arrêt qui date de 1944 du Conseil d'État. Il faut avoir effectivement un ordre manifestement illégal, susceptible de mettre en cause l'intérêt public. Bon, donc ça c'est une chose. Au pénal, il suffit que l'ordre soit manifestement illégal, hein, et si il amène à la commission d'une infraction, à ce moment-là, pas besoin de savoir si l'ordre était de nature à mettre en cause un service public. Toujours est-il que les excès de zèle qui sont reprochés à la police, ceux que j'ai reprochés, moi, en parlant du Covid et en parlant des Gilets jaunes, et de la surprise qui a été celle de la police après les émeutes, où on leur a dit, pas seulement les magistrats, les politiques leur ont dit pas touche, parce que la réaction des politiques, la réaction de la société, la réaction des people sur l'affaire de Nanterre, elle était une caricature. Quoi. C'était une caricature. Je me prononce pas sur ce qui s'est passé, sur ce que justement la justice, qui devrait se presser quand même, hein, je dis ce que la justice va mettre au jour, et ça c'est tout à fait indispensable. Hein, mais toujours est-il que il faut, là, je pense que cette question du zèle, de l'implication dans la partie qui est la partie protection, entre guillemets, des institutions et nécessairement d'un pouvoir, qui a parfois une légitimité branlante, parce que la légitimité juridique, j'ai été élu, etc. Bon, en 2017, je considère qu'il a été élu juridiquement irrégulièrement. En 2022, je pense qu'il a été élu effectivement, formellement, régulièrement. Mais après, c'est une légitimité qui se construit en permanence. Hein. Toutes les théories de la démocratie représentative, c'est ça. Donc, je dis pas que on a vu encore un contre-exemple avec le 49.3 d'hier, d'ailleurs. Voilà. Bon. Mais ça, moi, je suis pas opposé au 49.3. Non. Les parlementaires ont qu'à être courageux, ils ont qu'à renverser le gouvernement, hein, et ensuite, si Macron dissout, retourner devant les électeurs. C'est une mesure où il y a un désaccord entre l'exécutif et le législatif, et ben on demande au peuple d'arbitrer. Voilà. Bon, donc, mais vous pensez bien que les monsieur Boyard, je donne les noms de gens qui ont été élus bizarrement, enfin pas bizarrement, c'était régulier, mais qui ont été élus dans un contexte politique particulier, n'ont aucune envie de retourner devant leurs électeurs. Régis, revenons, parce qu'il nous reste 5 minutes, et la question que vous abordez tous les deux, je pense, est absolument fondamentale pour qu'on comprenne tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Sur cette espèce ça s'appelle pas comme ça pour la police, mais disons-le, cette clause de conscience, en tout cas cette conscience que peut avoir la police, et de se dire, non, je ne veux pas obéir à ces ordres-là, puisqu'ils ne correspondent pas à ma mission, ou même à ma façon de voir les choses, de ce que doit être un être humain, etc. Vous dites, juridiquement, c'est possible. Mais je me retourne vers Alexandre. Pardon ? Non, je souris parce que Alexandre va nous le dire. Vous êtes dans le corps, vous êtes dans l'action et tout. Ah ben non, cet ordre, je le prends pas, je prends l'autre. Non, ça me semble très difficile. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est même pas ça, c'est pire que ça. Ça marche effectivement quand on est en unité constituée comme les CRS.
ou dans l'action qu'on fait les ordres parce que de toute façon on avance tous ensemble. Mais après il y a beaucoup d'unités ces derniers temps qui ont été déployées pas forcément à bon escient parce que c'était pas leur cœur de métier. Je pense aux BAC qui ont été déployés sur des manifestations et des choses comme ça. Oui, ou au CRS 8. Voilà, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément déployées aux bons endroits qui font qu'ils peuvent commettre des fautes. Oui. Mais en fait derrière il y a surtout toute la pression hiérarchique parce que ça reste derrière l'administration qui tient les clés de la carrière, qui tient les clés de l'avancement, qui tient les clés des mutations. Je vais donner 2 exemples. Un cours, c'était sur le mouvement des Gilets jaunes. On avait dit à un fonctionnaire, tu prends LBD. Il a dit, mais moi, j'ai pas l'habilitation. Donc, l'habilitation LBD, en plus, c'est un tir de 5 balles tous les 3 ans. Donc, c'est pas non plus quelque chose. C'est pas grand chose. Et du coup, il a dit, je peux pas, j'ai pas l'habilitation. Ils m'ont dit, écoute, tu choisis, soit tu prends ça, parce que moi, je dois déployer tant de LBD sur le terrain. Si jamais tu refuses, sache que tous les week-ends où il y aura des rappels, ce sera toi qui seras en haut de rappel. Donc, je vais te pourrir ta vie. Tes vacances que tu avais prévues cet été, je les décale parce qu'il y aura nécessité de service. Quand on est en sous-effectif, il y a plein de choses. Donc, effectivement, voilà. Donc, ce collègue a fait le choix de prendre le LBD. Il a croisé les doigts toute la manifestation de pas s'en servir. Il s'en est pas servi, heureusement. Mais derrière, il savait que comme c'était que oral, si jamais il devait faire usage de cette arme et qu'il se retrouvait au tribunal, il aurait été tout seul parce que tout le monde aurait nié en bloc de lui avoir donné cet ordre. Évidemment. Et l'autre chose derrière, ça s'est arrivé, donc ça tombe bien, en plus ça parle sur ce qui peut arriver, c'est il y a quelques années, donc c'était sous le mandat de Nicolas Sarkozy quand il était président, mais ce que dire c'est que les ordres n'ont pas changé, c'est pour montrer comment on maintient les effectifs dans la peur, en fait, en dessous. Un collègue qui avait déplu à sa hiérarchie parce que, je sais plus pourquoi, il avait déplu à sa hiérarchie. Il est pris à partie dans une risque au Parc des Princes en tant qu'individu qui est supporter d'un match de foot. Donc voilà, sa chef de service le reconnaît aux caméras. Il dit, voilà, c'était toi, t'as donné une mauvaise image de la police. Personne ne savait qu'il était policier, était supporter et victime d'une agression. Au final, au pénal, il est relaxé. On dit, voilà, vous êtes victime, reconnu son statut de victime. À l'administratif, il est viré parce qu'il a manqué d'exemplarité et a entaché l'image de la police nationale. Non. Il a pris 9 ans de procédure. J'ai fait tribunal administratif de Paris a donné raison à l'administration. Et c'est la cour appel de Paris administratif qui a finalement donné raison aux fonctionnaires en disant, voilà, il n'y a pas de faute vu que il est victime au pénal, etc. Il reprend ses fonctions. Le jour où il a repris ses fonctions, j'étais dans la salle. Discours du chef d'équipe. Écoutez, voilà, on est content de réaccueillir Monsieur Machin qui nous rejoint. Alors voilà, donc sachez que lui, et si jamais quelqu'un nous déplaît, si vous n'exécutez pas nos ordres, même si les ordres ne sont pas forcément carrés ou ils vous déplaisent, sachez que nous, ça nous prend 5 minutes de vous coller une procédure pour vous virer. Et est-ce que vous êtes prêt à perdre 9 ans de votre vie, comme monsieur, pour pouvoir réintégrer et rélaver votre honneur? Qui est prêt à perdre le quart de sa vie professionnelle? C'est-à-dire que même quand l'administration a été condamnée, ils sont capables de faire pression à tout le monde, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas 9 ans devant soi. Donc il y a cette pression derrière. Alors qu'eux, ils ont le temps devant eux. Ils ont le temps. Après, il y a la reconstitution de carrière. L'administration avait refusé. Ils ont dit rattaquer notre tribunal. Donc en fait, ils noient la personne sous le tribunal administratif. Et en plus, et donc en attendant, j'imagine son salaire n'augmente pas. Enfin, il y avait toutes ces questions-là. Du coup, normalement, la reconstitution de carrière, ça doit être trop fait, mais l'administration a freiné les papiers en disant rattaquez-nous, c'est pas grave, on va pas le faire. Voilà, donc il y a toutes ces procédures. Et après, on avait pu discuter avec un haut responsable. Il dit mais vous êtes des malades. Il a dit tant que l'administration, il y a un fonctionnaire sur 100 qui ose venir se plaindre au tribunal, parce que les autres, en fait, ils ont pas envie, ils ont pas forcément les moyens et le temps de le faire. Sur ces 1 sur 100, tant qu'un fonctionnaire sera pas condamné à plus de 99 fois ce qu'on lui a fait, on sera rentable sur la quantité de fonctionnaires qu'on a pu léser. C'est dingue. Donc à partir de là, en fait, la pression est tellement telle que les gens, ils font grosso modo, ils se disent, on n'a pas bien compris l'ordre, j'ai un copain qui caricature, qui dit, si on me dit d'aller interpeller quelqu'un et que j'ai pas envie d'aller l'interpeller parce que la personne n'a rien fait ou quoi que ce soit, je dirais que je me suis trompé d'étage. Mais il a dit, en fait, voilà, on sera dans la résistance passive, mais il a dit, on peut pas aller au-delà parce que derrière, il nous brise des vies. Et je rappelle quand même que la première personne qui tue des policiers en France, c'est l'administration, avec un taux de suicide de quasiment 1 par semaine. Donc, ce qui prouve qu'il y a un malaise d'émission, malaise, voilà. Donc, en fait, derrière, ils sont capables de broyer les gens. C'est pour ça que il y a le papier et la loi, mais derrière, qui n'est malheureusement pas applicable parce que les policiers sont tout seuls face à une administration qui a tous les pouvoirs. Ouais, vous avez tout dit, Nicolas Vidal. Pardon, Nicolas Vidal, parce qu'on va recevoir Nicolas Vidal, justement, c'est pour l'annoncer. Alexandre Langlois, et dans quelques instants. Régis de Castelnau, vous vouliez rajouter un dernier mot rapidement ou pas? Un dernier mot. Tout ce que vient de dire Alexandre est un peu vertigineux, mais c'est le fonctionnement des organisations. Ça prouve bien que cette question de la police actuellement est une question, mais toujours éminemment politique. Ça dépend de facteurs politiques, de qui est ministre de l'Intérieur, ça dépend de quelle orientation on veut lui donner, et c'est pas les policiers eux-mêmes, c'est une énorme structure, qui vont réformer ça, et qui tout d'un coup vont être touchés par la grâce collectivement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une question politique. Alors, les coups de menton de M. Darmanin, et y compris de ses prédécesseurs, c'est bien joli, mais
malheureusement, les problèmes ne sont pas traités. Et on arrive à cette situation où on est quand même confronté, avec cette histoire des 2 manifestations par lesquelles on a commencé, on est confronté à un malaise extrêmement important dans la police républicaine. Ouais. Eh bien, merci beaucoup à vous deux, nos 2 chroniqueurs police-justice de jeudi. Alexandre Langlois, je rappelle votre dernier livre, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma, et Régis de Castelnau et ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup à vous deux et à jeudi prochain pour continuer de creuser ces sujets fondamentaux. Merci.